Ils appellent cela le silence lacédémonien. Un silence de marbre, de bronze, de cuir noué. On l'imagine tombant sur la vallée de l'Eurotas comme une cloche renversée, étouffant les cris, aplanissant les souvenirs, pétrifiant les hommes. Mais au bord de cette rivière qui serpente sous le Teget par une nuit de Naut ou elle, on sent le sel de la mer S, affronté à elle, odeur des lauriers. Une voix s'est glissée et a fissuré la cloche. Une voix tenue à l'écart, comme il avait fallu 2 millénaires pour que elle parvienne à se hisser jusqu'à nous. Elle disait ceci: tout ce que vous croyez savoir de Sparte est un décor. Un théâtre de pierre, une pièce rejouée par des vaincus devenus vainqueurs dans l'imaginaire. Et voici comment le décor s'effondre, planche après planche, clou par clou jusque, au moment où elle, on découvre que elle, acteur sous le casque, est un visage que personne N attendait, et que la scène depuis le début n'était pas ce qu'on croyait. Pourtant, au moment précis où le premier clou saute, quelqu'un souffle à mon oreille que le dernier acte n'est pas écrit et que derrière le rideau, une présence guette encore patiente, prête à remettre le casque si nous détournons les yeux. On m'a confié ce récit sur une place de pierre à Mistra, sous les rameaux tissés d'un olivier qui goûtait d'ombre. Elle s'appelait Eleni Andrikou, archéologue, fille d'Elibar Complasto, un instituteur de Gityon, et d'Eher, une grand-mère qui se prétendait descendante de ces paysans laconiens, que les livres nomment Ilotes, avec un mélange de pitié et de terreur. Eleni portait dans son sac un carnet à la reliure fendue et une bande de cuir brun. Cette bande, disait-elle, avait été trouvée dans un tombeau secoué par la poussière, loin des circuits des autocars. On y lisait un mot, griffé à la pointe d'un os, mnémé, mémoire. Elle m'a parlé d'un garçon de 17 ans, un Irène, qui l'aurait laissé avant de disparaître. Elle m'a parlé de cette sensation, en ouvrant le tombeau, de respirer une scène que l'on a toujours connue sans jamais l'avoir vue. Et elle m'a averti, la voix très basse, pour comprendre la vérité, il fallait accepter de perdre la lumière et de marcher en arrière. Au commencement, il n'y a pas Thermopyle, il n'y a pas Léonidas, encore moins le métal des comics modernes, et les phalanges en ralenti. Au commencement, il y a une ville sans murs, une plaine qu'on peut traverser en une journée, des villages rivaux serrés comme des poings, et la réputation têtue d'une altérité radicale. Une ville qui fabrique sa singularité, et la vend à ceux qui en ont besoin. Athènes, plus tard, en aura besoin. Rome aussi. Les professeurs d'Europe, bien plus tard, également. Mais ce soir-là, près de Mistra, le récit s'enroule autour d'un autre fil, celui des mensonges utiles. Et chaque mensonge a une utilité si parfaitement ciselée que l'écho, on y voit la marque une main, peut-être plusieurs. Le nuance et dureté, force et faiblesse, naissance et élimination, tout se confond dans le premier mythe. Sparte, dit-on, abandonnait ses nourrissons, jugés imparfaits au bord d'un ravin, à l'apothétée. Une scène s'est gravée dans nos têtes. Des vieillards sévères, un flanc de montagne, un cri vite dévoré par le vent. Eleni m'emmène au pied du Teget, dans un couloir de garrigue, où les pierres ont la couleur d'un os long. Elle me montre une cavité large, mais surprenante de douceur, où l'ombre n'est pas tombée verticale, mais s'adosse, patiente. Ici, dit-elle, il y a eu des rites, mais pas ceux que l'on répète. Les fragments d'ossements que l'on y a trouvés à chaque fois que un groupe S acharne à fouiller avec l'âne, idée déjà faite de ce que Mike il veut prouver, sont presque tous des restes de jeunes adultes, parfois d'adolescents, presque jamais de nouveau-nés. Au lieu d'une fabrique de mort néonatale, on trouve les traces d'épins, un théâtre initiatique où elle, on feignait de perdre pour apprendre à renaître. Eleni sourit sans gaieté. Sparte a élevé le symbole au rang de loi. Ce qui compte, c'est que les autres le croient. Dans son carnet, elle, reine du tombeau, écrivait que on lui avait expliqué la règle ainsi. Nul ne doit savoir si elles ont tu, seulement croire que nous pourrions. L'ombre suffit. Et déjà, là, une première planche du décor se met à bouger, car on comprend que l'ombre est plus efficace que la lame.
On comprend que l'infanticide n'a pas besoin d'être pratique pour être instrument. La première fissure, pourtant, n'est qu'un murmure. Devant nous, le ravin respire, et j'entends au fond l'eau qui n'a pas choisi son camp. Le deuxième mythe, plus lourd, s'abat comme une main qui pèse. La cité qui fait des garçons des loups. La célèbre agogée. L'éducation spartiate, tellement sobre et tellement inhumaine, que elle finit par sonner comme un rite de passage pour touristes modernes, en manque des jouards. Épreuve. On répète que l'enfant marche pieds nus, vole pour ne pas mourir de faim, et reçoit la morsure des fouets avec un sourire fermé. On en fait une liturgie de la douleur. Hélénie ouvre son sac et sort la bande de cuir. Les trous percés à intervalles réguliers dessinent un motif qui s'apparente moins à une entrave qu'à une sangle désentraînement. Mes collègues la rangeaient parmi les artefacts de punition, dit-elle. Mais regardez la finesse, la souplesse. Ce n'est pas un fouet, c'est un support. Pour apprendre à tenir un bouclier contre soi, sans lâcher le bonheur de respirer. La nuance change tout. Ce n'est pas que le coup n'existait pas, c'est qu'il n'était pas la pointe de la flèche. Ce que l'on cherchait, plus encore que l'endurance, c'était l'adhérence, la coordination, la voix qui s'accorde à la voix. Car Sparte, loin d'être une fabrique d'individus d'acier, produisait des ensembles, des chaînes, des corps collectifs. On l'a transformée en forge d'hommes, elle se voulait tricot de mouvement. Et cela occupe une autre case, dans le grand jeu de l'Aquotran. Illusion, essa homme des erin, seul et sculptural, est un mensonge confortable pour ceux qui écrivent des biographies. Héroïque, la tragique chorégraphie de la dépendance n'en est pas une pour qui veut parler au peuple. À ce moment du récit, Hélénie se tait. Entre les cyprès, on voit le soleil décrocher, la lumière glisser vers la mer. Elle me demande d'imaginer un campement, à l'aube. Pas l'aube de Thermopyle, mais une aube quelconque, en Messénie ou sur les pentes du mont Itomée, quand la guerre n'est pas une fresque, mais une habitude. Les jeunes dorment par grappes, les aînés se partagent les gloses. Comment se tenir? Comment écouter le sol? Où se placer pour compenser la fatigue de l'autre? Un mot revient, presque tendre. Homos. Ensemble. C'est là que le masque se fend pour la première fois. L'obsession de Sparte n'est pas de fabriquer des héros, mais de n'en avoir jamais besoin. Alors, pourquoi nous a-t-on parlé de l'inverse? Pourquoi nous a-t-on nourri de solos d'airain jusqu'à la nausée? Pourquoi, si ce n'est parce que le monde a besoin de statues plus que de chaînes invisibles? Et si l'on retire la statue, que reste-t-il à admirer? Premier crochet. N'avez-vous jamais remarqué que, dans les récits de Sparte, les femmes surgissent comme une anomalie trop parfaite pour être vraie? Les Lacédémoniennes auraient été libres, possédantes, mordantes. Elles lancèrent des pointes plus acérées que des lances, administrèrent les domaines, pendant que leurs maris s'exerçaient à être maris de l'État. On en fait des Amazones domestiquées, des contradictions délicieuses pour spectateurs modernes. Les sources, pourtant, font entendre une autre musique si elle, on tend elle oreille. Elle parle surtout de la nécessité. Une société qui confisque elle, essentiel de ses hommes à elle, entraînement et au contrôle interne, doit bien déléguer la gestion du quotidien à celles qui restent. L'émancipation prétendue ressemble à une compensation sinistre, à une économie de manque. Hélénie, qui a passé des mois à éplucher des actes de vente, m'assure qu'on y voit moins des reines que des intendantes. Mais ce rôle d'intendante devient signe, décor encore. Il faut que l'Europe des 19e et 20e siècles trouve, dans l'Antiquité, des figures de femmes fortes qui ne remettent pas l'ordre en question, qui l'irriguent. Il faut que la pédagogie moderne se donne des ancêtres. Sparte devient alors un musée de possibilités commodes. On y cueille ce qui arrange, on jette ce qui dérange. Le rire mordant des Lacédémoniennes est utile. Il nous dit que tout est en ordre, parce que exception, est déjà prévue. Il faut parler des ilotes, ces ombres portées que les manuels résument en un mot, esclaves. Mais l'esclavage spartiate n'est pas l'esclavage des marchés portuaires. Est une servitude ethnique enracinée dans une conquête si ancienne que a plus de date. C'est une prison agricole qui nourrit l'appareil citoyen, un puits sans fond de terreur ritualisée.
On répète que les ilotes étaient traités plus mal que les bêtes, que la crypteia, cette police nocturne d'adolescents, leur tombait dessus comme un hiver plusieurs fois par an. Ce n'est pas tout à fait faux, dit Eleni. C'est pire, mais pas comme on croit. La crypteia n'était pas un rite sanglant pour tremper de jeunes loups. C'était un instrument d'invisibilité. On apprend aux jeunes à se fondre, à disparaître, à être le bruit du vent. On sème la rumeur que n'importe quel bruit de pas, derrière vous, est un jeune prêt à vous trancher la gorge. Le meurtre existe, oui, mais c'est l'éventualité qui gouverne. En Messénie, l'angoisse est permanente. Et, comme toute angoisse de longue durée, elle fabrique un monde parallèle où les gestes les plus simples deviennent codés. Les ilotes s'inventent des langues sous la langue, des gestes sans gestes, des chants qui ressemblent à des plaintes et qui sont des messages. Léirène du carnet Une nuit écrit qu'on lui a ordonné de marcher comme si tu n'étais pas né camarade, consigne incompréhensible à la lumière du jour, mais qui dans la nuit ouvre des portes. Il faut apprendre à être absent, à habiter le champ sans peser sur la terre. Sous ce régime, Sparte gagne une réputation d'efficience glacée. On commence à écrire sur elle, ailleurs, avec l'avidité de qui veut posséder son contraire. Athènes le fait à sa manière. L'ennemi barbare n'est plus seulement le Perse. C'est cette autre Grèce qui nous tient tête sans parler fort. Plutarque, plus tard, grossit les traits, et Xénophon, le philo-spartiate, ajoute des lumières de théâtre. Entre leurs mains, la pierre devient métal, le bois devient corde, et la ville sans mur devient une machine sans graisse. Mais si l'on rapproche les textes, si l'on les écoute du coin de l'oreille, on entend leur mécanique. Chacun écrit la Sparte dont il a besoin. Les pédagogues du XVIIIe siècle y trouvent un contre-modèle au salon. Les romantiques y traquent la pureté primitive, les fascistes y dresseront des rangées d'épaules alignées. Il y a des moments dans l'Effro-histoire où on a besoin que Sparte soit plus froide que la mort, et des autres où, on préfère qu'elle soit le dernier refuge d'une liberté virile. À chaque fois, la cité de l'Eurotas se prête au jeu avec une docilité troublante. Cela seul devrait nous alerter. Une ville si malléable dans la bouche des autres est peut-être un miroir plus qu'une place. Deuxième crochet. Imaginez la gorge de Thermopyle, mais éteignez les trompettes. Retirez les drapeaux, retirez la poussière que les illustrateurs aiment accrocher au soleil. Vous voulez savoir pourquoi tout ce que vous croyez savoir est une mise en scène? Regardez bien, c'est une défaite. Une défaite plus théâtrale que les victoires. On fait d'un repli sacrifié une symphonie du courage, et cela arrange les deux camps. Les Perses gagnent les Grecs, se fabriquent un mythe, qu'ils pourront invoquer à chaque fois que la situation demandera des morts lumineux. On oublie que les Spartiates n'aiment ni les charges inutiles, ni les gestes lents. On oublie qu'ils préfèrent les opérations patientes, les pressions silencieuses, les renoncements déguisés en calcul. S'ils ne bâtissent pas de murs, ce n'est pas par lyrisme, c'est parce qu'ils bâtissent des hommes qui font murs, et des réseaux qui permettent d'éviter d'avoir besoin de murs. Là encore, la statue nous trompe. Léonidas a besoin de mourir pour que nous pensions qu'il y a eu un avant réglé et un après lumineux. Et pourtant, les archives murmurent autre chose. Négociation, demi-mensonge, pacte avec qui pouvait l'être, surtout quand il s'agissait de se garder de révoltes internes. Hélénie, ce soir-là, me montre des tablettes de plomb où l'écriture est si petitement tracée qu'on se demande à quel point la main tremblait. Des malédictions, des prières ou des listes. Elle n'ose pas conclure. Elle sait seulement, dit-elle, que ces plaques-là, trouvées dans un puits à l'écart d'un sanctuaire, n'utilisent donc pas les formules habituelles du monde grec. Comme si, dans l'ombre de l'ombre, une communauté s'était dit qu'il fallait désapprendre la langue commune pour survivre. L'un des mots revient, piqué comme une piqûre d'ortie, métis, la ruse. On a voulu faire de Sparte une ville de muscles. On a oublié que l'autre nom de la force, quand on n'a pas de flotte, quand on ne veut pas de commerce et qu'on dépend d'estomacs hostiles, s'appelle ruse. Et qu'une ruse bien enveloppée se vend très bien comme vertu cardinale. Il y a peu de paix à Sparte. Il y a des trêves. Les trêves servent à repositionner les corps. Pendant ces interstices, la cité s'observe.
L'Agogé poursuit son autorité lente. La Crypteia s'efface dans la lumière. Les Syssitis, ces repas des égaux, ravivent le sentiment d'appartenance. Une cuillère de bouillon noir, un pain partagé, des plaisanteries qui, traduites, perdent leur sel et deviennent sentences. On répète que les Spartiates parlaient peu, que leurs mots coupaient plus que des lames, qu'ils maîtrisaient le laconisme jusqu'à l'os. Mais si l'on reste assez longtemps près des tables, on entend un bruissement continu. Le laconisme est une discipline, pas un tempérament. On apprend à réduire, à conditionner, à calibrer l'impact. C'est une stratégie de communication. Et la stratégie, ici, gouverne tout. N'est-ce pas là l'ironie ultime? Cette cité prétendument archaïque pratique une rhétorique moderne. Elle produit du slogan avant l'heure. Reviens avec ton bouclier ou sur lui, ne dis rien d'historique. Il dit tout du dispositif. À force de répéter, la maxime s'installe. À force de s'installer, elle couvre des nuances que personne n'ira vérifier. Dans le Carnès, Airen note que son maître a ri lorsque il a entendu un Athénien citer la phrase « Nous, dit le maître, nous savons quand il faut revenir sans bouclier, mais il faut qu'eux ignorent quand. » Cette phrase, si elle a été prononcée, détruit icône, et nous ramène atelier, où se sculptent les icônes. Atelier a pas de fenêtre. La sculpture n'a pas de signature, mais on y entend pourtant une respiration. Troisième crochet. Quel est le mensonge qui contient tous les autres? On l'appelle Lycurgue. Le législateur fantôme, le fondateur providentiel. Homme qui aurait donné sa forme à État spartiate, puis se serait retiré dans une disparition exemplaire. Quand un peuple veut croire qu'il ne doit rien à la contingence, il invente un premier auteur. Quand une cité veut se persuader qu'elle est un mécanisme parfait, elle s'offre un ingénieur. Lycurgue est un nom pour un vide. À sa place réelle, il y a des compromis, des bricolages, des strates de décision prises à différents degrés de panique. On plaque le nom comme une plaque de bronze sur un mur de chaux. Ceux qui viendront toucheront le bronze et jureront que le mur est métallique. Mais ici, au bord de l'Eurotas, les doigts sentent la poudre de chaux. Léren, un jour, a recopié un fragment de discours un Géromonte ou On parle du temps avant les repas en commun, du temps avant la répartition des terres. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de réforme, c'est qu'elle n'a pas su d'auteur unique. Elle a eu des circonstances, des décisions mêlées, des mains nombreuses. Lycurgue, c'est l'économie d'explication, l'élégance du conte. Le jour où l'on comprend cela, la silhouette noble qui marche dans nos manuels s'évanouit, et à sa place surgit un atelier de charpentier qui se dispute la forme de la poutre. Dans le crépuscule, Hélénie raconte une scène qui lui tient au cœur. Pas un champ de bataille, pas un décret, une danse. Les gymnopédies, ces fêtes où l'on danse nu, où l'on célèbre Apollon et la jeunesse, où la chorégraphie se confond avec la mémoire. Les modernes, dit-elle, aiment y voir le triomphe de la virilité disciplinée. Elle y voit un palimpseste, un lieu où les corps se souviennent à la place des archives. Dans les pas, une manière de se ranger, de se croiser, de se manquer, une logique qui parle de la peur autant que de l'allégeance. « Regarde, dit-elle, chaque mouvement a un double. » Comme si Sparte avait inscrit dans ses muscles le principe même de son masque. Ce qui se montre est ce qui dissimule. Ce soir-là, en observant des danseurs amateurs répéter une reconstitution pour touristes, Hélénie entend une vieille femme rire. « Nous avons toujours su danser pour désarmer les questions, dit-elle. Leçon terrible. Si l'on danse assez bien, personne ne vous demandera pourquoi vous dansez. Vous attendez peut-être qu'on vous ramène aux passes d'armes, aux coups de glaive, aux batailles où la poussière sculpte des colonnes de lumière. Mais voici la pointe de la lame. Sparte a bâti sa gloire sur des gestes qu'elle a moins faits qu'elle ne, a su faire croire qu'elle pourrait les faire. Le courage ostentatoire lui est paradoxalement étranger. Son génie est un génie froid qui choisit la discrétion, le contrôle, la menace diffuse. Même la fameuse sobriété spartiate, souvent brandie comme blason d'authenticité, s'effrite si l'on s'attarde sur les possessions réelles, sur les bijoux transmis, sur les terres accumulées. Les égaux ne sont pas si égaux qu'ils le disent, et l'isonomie spartiate
à la géométrie d'une amphore renversée. L'élite tient le goulot, les autres servent de circonférence. Quand les guerres du Péloponnèse s'achèvent, quand Athènes plie, on attend de Sparte qu'elle règne comme elle a menacé. Elle règne mal, trop raide, mal aimée, vite contestée. La machine n'était pas faite pour gouverner, elle était faite pour se maintenir. Et là encore, notre regard a préféré le récit. D. Une vertu qui finit mal à elle. Analyse D. Un dispositif saturé. Hélénie et moi remontons la pente qui mène à une chapelle ruinée. Les pierres tièdes rendent la chaleur en petites vagues régulières. Elle me parle alors de ce que personne ne veut lire. Le rire. On a tant peint les Spartiates en silhouette serrée qu'on oublie qu'ils riaient même souvent. Pas un rire de décontraction, un rire de bord, un rire qu'on pousse hors de soi pour vérifier que les limites tiennent. Dans les Syssities, dit-elle, on testait parfois une anecdote comme on teste une armure. On riait si elle résistait, on changeait le clou si elle cédait. Ce rire de contrôle est l'autre face du laconisme. On coupe le mot pour lui donner du tranchant. On rit pour voir s'il coupe aussi. De ce rire-là, nos sources ne veulent pas, parce qu'il humanise trop, parce qu'il fait de l'airain un cartilage. Alors elles le taisent, et nous, dociles, nous acceptons de ne pas l'entendre. À ce point du récit, un frisson passe. Si les auteurs de l'Astiqué Antiquité ont gommé ce qui dérangeait leur architecture morale, que nous ont gommé nos maîtres plus proches. Que voulons-nous aujourd'hui préserver en répétant la légende spartiate sans broncher? Nous ne racontons pas seulement Sparte, nous racontons nos désirs de certitude. Le vent s'est levé. Il traverse les cyprès en traçant des lignes invisibles qui ressemblent à des colonnes d'écriture. Hélénie referme son carnet et me dit que elle, ça, ait longtemps demandé à qui appartenait la voix qui déchire, dans le tombeau, ce mot unique, mnémé. Ce n'est pas la voix d'un citoyen, trop occupé à se souvenir d'être ce que la cité veut qu'il soit. Ce n'est pas celle d'un ilote non plus, trop en danger pour laisser une trace lisible. Elle croit que c'est la voix d'un enfant de frontière, un bâtard, un enfant de mère libre et de père ilote, ou l'inverse, quelque chose d'impossible à caser dans la grille. Et dès qu'elle dit cela, tout chavire. Car la légende spartiate n'a que faire des interstices. Elle a horreur des zones grises. L'existence même de ces enfants représente la tache sur la tunique. Or, l'archéologie, quand elle cesse de chercher ce qu'on lui a dit de chercher, tombe sur des vies tissées de gris. La vérité, ici comme ailleurs, n'est pas une colonne de chiffres, c'est une corde composée de fibres de teintes proches. On comprend brusquement que la cité qui se disait une et compacte était pleine de demi-appartenances, de seuils, de marges. Le masque n'est pas tombé, mais il glisse. L'œil derrière cligne. Nous redescendons. Dans la plaine, des lumières S allument, comme si, elles, croquaient. Eurotas tenait entre ses doigts une poignée des cornes étoiles et les disposait à la surface. Je songe aux générations qui, de Pausanias au professeur du siècle dernier, ont fixé Sparte sur le papier comme on fixe un insecte sous verre. Une épingle par ici, une autre par là, de l'encre pour dessiner les ailes du mythe. Et je songe à cette phrase notée par elle, Eiren. On est même a dit de tuer un homme dans la nuit. A dit de « j'ai tué l'idée d'un homme ». Le matin, j'ai eu peur de trouver dans le visage du mort le mien. J'ai eu peur et j'ai compris qu'on m'avait sauvé. Cet aveu, s'il est vrai, s'il est même seulement plausible, transperce nos lenteurs. L'agoger comme machine de survie psychique autant que militaire, l'entraînement comme technique de séparation, non pas du bon et du mauvais, mais du disciple et de l'utile. Elle, enfant, que... On fabrique, apprend moins à calculer les angles de la lance que à ajuster la voix intérieure qui dira « ceci, N, est pas à dire ». Il devient administrateur de ses propres omissions. Un dernier mouvement reste à faire, le plus impoli de tous. Et si Sparte, loin d'être la victime de calomnies extérieures, était la productrice première de sa propre légende? Et si ce n'étaient pas les Athéniens ou les Romains
qui avaient sculpté la statue, mais les Lacédémoniens eux-mêmes, contraints par leur équilibre instable à se donner des règles qui, répétées par d'autres, deviendraient des vérités simples et confortables. On dit qu'ils n'écrivaient pas, qu'ils méprisaient les lois écrites. Mais n'est-ce pas là encore une fiction génératrice? À défaut d'écrire des livres, ils ont écrit des gestes qui se recopient d'œil en œil. Ils ont sacralisé la forme pour mieux escamoter le fond. Ils ont élaboré une grammaire de pierre dont nos pédagogues se servent encore. Une grammaire si efficace que, même en la démontant, nous reproduisons ses effets. En dénonçant le mensonge, nous le rafraîchissons. En montrant les clous, nous fixons les planches encore une fois. Hélénie sourit et me dit que je ne quitterai pas le Péloponnèse sans l'entendre. Alors, elle raconte la petite histoire que personne ne raconte parce que elle ne fait pas vibrer la corne des lecteurs. Un soir, des jeunes de la Crypteia s'égarent. Le ciel est bas. La pluie défait les sentiers. Ils trouvent refuge dans une cabane d'îlotes. La femme qui y vit les accueille, les nourrit, leur offre une couverture trempée de laine. Ils la tuent au matin parce qu'ils savent ce qu'on attend d'eux, parce qu'ils n'ont pas envie de ne pas savoir. Ils la tuent et, plus tard, au repas des égaux, on leur verse un vin trop rouge. On prononce une phrase laconique. On rit un peu. On leur apprend à vivre avec cela, comme on apprend à respirer avec un bouclier contre la poitrine. Et dans cet ajustement précis, dans cette couture invisible, je comprends le génie noir de Sparte. Tout est fait pour qu'aucun acte ne soit isolé, pour que la faute fasse partie de infrastructure, comme le pont qui traverse Eurotas fait partie du paysage. Si vous retirez la faute, tout s'écroule. Il faut donc qu'elle soit là, répétable, admise, presque célébrée. Et il faut que elle appelle vertu pour que elle ne sente pas trop fort. Alors, oui, tout ce que nous pensons savoir de Sparte est une illusion, au sens où illusionen, et pas un mensonge brut, mais un appareillage. Sparte ne tue pas plus d'enfants qu'une autre cité. Cela a pas d'importance si tout le monde croit que elle est capable de le faire. Sparte n'est pas la plus agressive, ni la plus riche, ni la plus pauvre. Cela a pas importance si sa réputation de pauvreté riche sert à maintenir une discipline et à séduire des admirateurs lointains qui viendront, des siècles plus tard, lui fabriquer des hymnes. Sparte ne parle pas peu, elle parle autrement. Elle distribue ses silences comme des pièces de bronze, avec un aigle gravé dessus. Nous les ramassons et nous les prenons pour de l'or. C'est ici que le fil se resserre. Hélénie me guide jusque à une berge où un figuier plonge ses racines dans une fente de roche. Un peu plus haut, un pan de mur d'époque romaine, réparé à l'époque byzantine, sert d'appui à une niche. Elle y glisse la bande de cuir, doucement, comme si elle rendait un gage. « Ce n'est pas un trophée, dit-elle. C'est une question. » Et la question, dans sa bouche, prend une forme que je n'attendais pas. Qui a rédigé le manuel ? Elle ne parle pas d'un livre, elle parle de cette suite d'instructions qui façonnent les représentations, cette logique de gestes et de mots calibrés. Quelqu'un, quelque part, a pensé tout cela. Pas seul, évidemment, mais il y a eu des ateliers, des essais, des réglages. Et si nous pouvions remonter la filière, nous tomberions sur une pièce manquante. Peut-être une réunion de gérontes terrifiés par une sédition. Peut-être un prêtre d'Apollon plus habile que les autres. Peut-être un étranger accueilli parce qu'il trouvait les bons mots. Ce n'est pas une conspiration. C'est une solution. À un problème qu'ils n'ont pas résolu autrement. Dans la nuit, une chouette passe. Sa trajectoire est aussi nette qu'une phrase bien tournée. Nous restons silencieux. Le silence n'est plus celui de Sparte. Il est le nôtre. Tout à coup, Hélénie murmure qu'il y a quelques mois, depuis la pandémie, un propriétaire de verger avait entrepris des travaux près d'un ancien canal. La pelle a ouvert une poche de terre rouge et des plaquettes ont roulé comme des os secs. Elle a eu le temps d'en voir 3 avant que les autorités installent un périmètre. Sur l'une d'elles, en mauvaise grecque, des mots photographiés à la hâte parlaient de « un serment de ceux qui ne se voient n'en paille ». Elle ne peut pas en dire davantage, l'enquête suit son rythme glacial. Mais ce fragment suffit pour retourner la table.
Si une confrérie de non-visibles a existé, s'agit-il de la Crypteia elle-même ou de ceux qui tentèrent d'échapper à ses filets? Si ce serment était celui des ombres, qui écrivait au nom de qui? Un groupe d'îlots organisé? Des citoyens au bord de l'expulsion? Un entrelac des deux? La réponse, quel que soit le sens, ferait dérailler le musée. Car elle dirait que la machine spartiate connaissait sa contre-machine, qu'elle la surveillait, qu'elle la tolérait même parce que toute machine a besoin de friction pour ne pas se détraquer. On pourrait finir ici, en laissant Sparte à sa nuit, à ses danseurs et à ses ombres, à ces rumeurs qui marchent pieds nus. On pourrait se dire que nous avons démonté l'armure et que dessous, nous n'avons trouvé qu'une peau normale, chaude et imparfaite. Mais ce serait trahir la logique de la cité. Sparte veut qu'on parte avec un devoir en plus, un caillou dans la chaussure. Alors, Hélénie, avant de me laisser à l'auberge, me confie une dernière page, arrachée du carnet. Elle, Eiren, y décrit un rituel où elle, on place un casque sur la tête du plus jeune, non pour l'armer, mais pour l'alourdir. On lui demande de rester immobile pendant que les autres parlent autour de lui. On lui bande les yeux. Quand on lui retire le casque, on lui dit « Tu viens de voir sans voir que le monde peut courir sans toi. Ton rôle est d'enlever, pas d'ajouter. » Ce mot-là me hante. Enlever. Sparte n'ajoute pas des vérités. Elle retire des explications. Elle supprime des détails. Elle gomme des causes. Elle rabote des effets. Ce qu'il reste, c'est un plan net, facile à comprendre, transportable. Ce plan voyage mieux que nous. Il a traversé les siècles parce qu'il tient dans une poche. Nous l'avons sorti au besoin, dans les écoles, dans les casernes, dans les discours politiques. Nous en sommes devenus les légataires et, par un retournement amer, les gardiens. Nous avons défendu l'armure d'autrui parce qu'elle nous tenait chaud. Retournez le casque une dernière fois. À l'intérieur, sous la peau de cuir, quelqu'un a tracé quelques lettres à l'ongle. Elles ne forment pas un nom, ni une prière, ni un ordre. Elles dessinent une formule on dirait inventée hier. Ce qui marche est ce qui ment bien. C'est la conclusion la plus mauvaise et la plus exacte, et elle n'appartient pas qu'à Sparte. C'est notre histoire, autant que la sienne. Mais si l'on suit la logique spartiate jusqu'au bout, on doit accepter un dernier retournement, un dernier rideau qui tombe, et qui, en tombant, nous montre ce que nous refusions de voir. Toute la majesté de Sparte, toute sa dureté qui attire, toutes ces lignes droites ne sont peut-être que les contours d'un vide. Un vide rempli par ceux qui lui prêtent leurs rêves, leur peur, leur nostalgie d'ordre. Elle est un moule, pas une statue. Elle est un négatif, pas une gravure. Elle a gagné parce que nous avions besoin d'y couler nos propres métaux. Alors, pourquoi tout ce que vous pensez savoir sur Sparte est une tromperie? Parce que Sparte est notre miroir préféré, celui qui amincit, celui qui efface les plis, celui qui nous rendra toujours un profil héroïque tant que nous refuserons de y regarder nos angles morts. Parce que derrière Léonidas, derrière Lycurgue, derrière le bouillon noir et les maximes mordantes, il y a des mains qui ratent, des voix qui bégayent, des pieds d'abord qui glissent, des cœurs qui se serrent. Parce que derrière la discipline, il y a la peur. Et que derrière la peur, il y a l'invention. Et parce que si on suit les traces jusqu'à la berge, où Hélénie glisse la bande de cuir dans la niche, on entend dans elle O qui passe une promesse que personne n'a tenue. La promesse squelettique. Un jour, une archive apparaîtra assez claire pour découdre tout l'ouvrage. Cette promesse, certains disent qu'elle est sur le point d'être tenue. À Mystra, on chuchote qu'un lot de tablettes encore scellées dort dans un coffre, le temps que les procédures se fraient un chemin. D'autres prétendent qu'au fond d'un musée de province, un masque de bronze attribué à tort à une divinité porte, à l'intérieur, un graffiti qui ferait vaciller la belle architecture. On n'en sait rien, mais écoutez le vent sur l'Eurotas. Il ressemble à une page qu'on tourne. Quelqu'un, quelque part, a commencé une phrase en se souvenant un mot griffé au couteau dans un tombeau, mnémé. Si la phrase parvient jusqu'à nous, elle ne ressemblera pas à ce que l'on attend. Elle ne dira pas « Sparte n'était pas ceci, n'était pas cela ». Elle dira peut-être
Nous avons conçu une machine et l'avons donnée au monde. Le monde l'a trouvée belle. Nous l'avons crue vraie. Et alors, au même instant, la cloche de silence, là-haut, sur la vallée, vibrera d'un son nouveau. Ce sera le bruit d'un décor qui, au lieu de s'écrouler, pivote, révélant une seconde scène derrière la première, plus nue, plus étrange. La pièce ne sera pas finie. Elle commencera. Et quelqu'un, déjà, s'avancera, casque à la main, pour nous proposer un autre mensonge, plus lisse, plus utile. Saurons-nous, cette fois, écouter la voix qui tremble dans la niche, entre le figuier et la pierre, et demander « À qui profite-t-il » Ou bien, lèverons-nous les yeux vers le tailgate, et, comme tant d'autres avant nous, préférerons-nous une belle nuit sans questions au jour qui blessera les certitudes ?